Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, les titres. DCP dérivant, l'industrie appelée à gérer face à la pollution importante qui touche nos archipels. Les experts sont réunis à Papeete. L'enjeu de ces ateliers, demander aux thoniers internationaux d'assumer leurs déchets. On en parle avec notre invitée Lauriane Escale, chargée de recherche halieutique principale au sein de la communauté du Pacifique. Papeete au rythme du FIFO. La conférence de presse d'ouverture s'est tenue ce matin. Un festival désormais officiellement lancé et entièrement dédié à la mémoire de celle qui en était l'âme, Mareva Leu. C'est à suivre dans ce journal. Enfin, transformer des bouteilles de gaz en objets design, c'est le défi lancé aux établissements scolaires. Un concours d'upcycling qui redonne vie à l'acier après 50 ans de service. C'est un fléau qui finit sa course sur nos récifs, les dispositifs de concentration dérivants. Ces milliers de DCP largués par la pêche industrielle polluent nos eaux et nos côtes, notamment au Tuamotu. Face à l'urgence, un séminaire international s'est ouvert ce matin au CESEC. L'objectif, impliquer directement les industriels dans la gestion de ces déchets. On regarde ce reportage de Thomas Chabrol avant d'en parler avec notre invité. Entre 50 000 et 60 000 dispositifs de concentration de poissons voguent dans l'océan Pacifique. Ces DCP sont déployés par les grandes flottes de pêche industrielle à la Seine, une technique interdite en Polynésie française. Leur dérive au gré des courants pollue les littoraux, les récifs ou le fond des baies. Depuis 2019, le pays recense les échouages et documente cette pollution. On a commencé en 2019 par des programmes de recensement des DCP dérivants, des programmes de sciences participatives. Et puis, on a mis en œuvre des programmes un petit peu plus protocolés, un petit peu plus standardisés, dans les Tuamotu en 2022, puis aux Marquises en 2024, puis encore l'année dernière au Gambier et même à Clipperton. Les pays insulaires du Pacifique alertent les autorités internationales. Face à l'incapacité des thoniers senneurs à récupérer les DCP dérivants, la Polynésie cherche une solution. L'idée, faire payer l'industrie de la pêche industrielle pour financer des campagnes de récolte. On a la chance en Polynésie d'avoir de nombreux navires, même des petits navires, dans toutes les îles, dans tous les archipels de Polynésie française. Et si on obtient la position de ces DCP dérivants en temps réel, et si on obtient les financements venant de l'industrie de la pêche à la Seine, on devrait être en mesure de les récupérer en mobilisant tout un réseau d'acteurs en Polynésie française. Deux organismes de pêche industrielle, l'un des États-Unis, l'autre d'Amérique du Sud, participent à ce séminaire. L'American Tuna Boat Association se dit prête à soutenir la région à travers un fonds au bénéfice des communautés locales. Ce fonds sera alimenté exclusivement par les contributions du secteur de la pêche responsable, à hauteur de $5 000 par navire. Si 100 navires participent, nous disposerons d'un fonds de $500 000. Nous pourrons l'utiliser pour soutenir ces initiatives. Ce n'est qu'un début, bien sûr, et nous devrons faire davantage. En plus du financement du secteur de la pêche responsable, nous espérons que d'autres acteurs contribueront à ce fonds. L'an dernier, la Polynésie avait déjà défendu ses intérêts en proposant une obligation de partage des positions des DCP lorsqu'ils dérivent dans nos eaux. Donc maintenant, ces DCP vont clignoter lorsqu'ils vont rentrer dans des Z2 et vont nous permettre justement d'aller les récupérer. Et c'est toutes les discussions qui sont maintenant également engagées avec ces fondations de pêcherie extérieure. Ce séminaire marque une étape clé vers une gestion responsable des DCP dérivants. Nous recevons ce soir Lauriane Escale, chargée de recherche halieutique à la communauté du Pacifique, Yaurana. Alors on parle de 60 000 DCP qui dérivent dans le Pacifique. Quel est l'objectif de ces ateliers qui se tiennent actuellement au CESEC ? Alors l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la discussion entre toutes les parties prenantes, donc que ce soit l'industrie de la pêche, bien entendu, les scientifiques, des organisations non gouvernementales, des associations,
les associations les organisations qui aussi mettent des bouées attachées à ces DCP et des organisations locales ici, et de trouver ensemble des solutions pour justement diminuer la perte et l'abandon des DCP et leurs impacts sur les zones côtières. Alors justement, vous parlez de solutions. Actuellement, aucune règle ne limite le nombre de DCP ni l'oblige à les récupérer. Ces ateliers visent-ils à créer un cadre légal pour contraindre les flottes internationales à assumer le traitement de leurs propres déchets ? Alors, en tout cas, de convenir ensemble de recommandations qui pourraient potentiellement ensuite être adoptées à l'échelle régionale, donc un cadre qui puisse être fait par les différentes organisations régionales de gestion des pêcheries, que ce soit pour justement limiter le nombre de DCP qui soient perdus et abandonnés, ou alors le nombre qui arrive justement dans les différents pays insulaires océaniens. Alors justement, en Polynésie, combien de DCP sont recensés ? Alors, c'est difficile à savoir le nombre qui vont se retrouver en Polynésie, mais en tout cas, par l'effort qui a été fait beaucoup par le pays et par la direction des ressources marines, pour l'instant, depuis 2019, il y a eu 1800 DCP qui ont été recensés, déjà échoués sur les côtes. Et nous, on a un programme régional à l'échelle de tout le Pacifique, où on est à 4000 recensements d'échouages sur les côtes. Alors, les Tuamotu sont principalement touchés. Pourquoi ? C'est la particularité de l'atoll ? Oui, tout à fait. C'est déjà dû au courant, en fait, la plupart des courants dans le Pacifique vont aller d'est en ouest, et donc les DCP qu'on va retrouver en Polynésie arrivent plutôt de l'est, et en plus, par justement la localisation de ces courants et le fait que les Tuamotu sont un peu de façon transversale, et ils agissent comme une barrière naturelle, et en plus, de par leurs récifs, de leurs nombreux récifs fringents, les DCP vont se prendre assez facilement dans les récifs. Alors, quel est le coût de cette pollution importée ici pour le Pacifique ? C'est difficile à évaluer, et c'est une des choses qu'on veut essayer de discuter justement avec l'industrie, avec les organisations qui sont en charge de programmes de récupération, puisqu'il y en a quelques-uns qui existent. Donc essayer de voir, eux, à leur échelle, combien ces programmes coûtent, essayer de voir combien ça pourrait être... quelle pourrait être l'évaluation pour un territoire comme la Polynésie française ou pour une région plus grande comme le Pacifique. Mais pour l'instant, ça reste encore à évaluer. Alors dans le reportage, on parle de traçabilité. Techniquement, ces balises vont désormais clignoter en entrant dans la zone économique exclusive. Est-ce qu'on peut enfin identifier l'armateur responsable avec certitude ? Alors ça reste difficile, et c'est aussi un des enjeux, en tout cas les discussions, c'est au niveau de la propriété des DCP, puisqu'ils vont changer de main régulièrement quand ils sont utilisés par les pêcheurs à la Seine. Quand la position va être transmise, en fait, c'est les compagnies de pêche qui sont déjà impliquées dans les programmes de récupération, donc on va les connaître. On a vu dans les reportages la flotte américaine, par exemple, la flotte équatorienne. Donc ça, on sait. Pour les autres compagnies, si la balise ne transmet pas de position, c'est difficile de connaître le propriétaire. Alors justement, vous en parlez, l'American Tuna Boat Association propose de verser $5,000 par navire. Si 500 navires jouent le jeu, on arrive à $500,000. Est-ce assez pour mobiliser nos pêcheurs des archipels ? Ça reste à prouver, et c'est, je pense, plus une question au niveau du pays ici, mais en tout cas, je pense que c'est une première étape, et à l'heure actuelle, il y a déjà des récupérations qui sont faites de façon volontaire et de façon gratuite, donc je pense que derrière, il puisse y avoir une incitation financière. Les gens, j'ai l'impression, en Polynésie, ont envie déjà de nettoyer et d'éviter qu'il y ait des impacts sur les coraux, donc je pense que ça va pouvoir aider et faciliter ces programmes de récupération et qu'ils soient étendus. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut forcer les industriels à payer justement la facture du ramassage ? Alors ça, c'est plus une question de nouveau de législation et au pays, au territoire, donc à la Polynésie française de décider. À l'échelle régionale, il peut également y avoir des mesures qui soient prises en charge pour guider leur responsabilité, et soit qui récupèrent plus de DCP, soit qu'ils aident à financer des programmes de récupération. Merci Lauriane Escale d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. De rien. Alors on poursuit avec un dénouement heureux pour Opapé. Ce chien dont le calvaire avait indigné la toile en mai 2025 a enfin trouvé une famille d'accueil. L'autrice des coups sera à la barre du tribunal dans quelques semaines, Léa Gugelman.
Quand Sylvia tombe sur les images de maltraitance qui ont fait le tour de la toile, elle se mobilise immédiatement. Le chien à sauver, c'est Opapé, un mâle d'environ 5 ans. En collaboration avec une association de Moorea, l'amoureuse des animaux dépose une plainte et parvient à le faire retirer de cette situation. L'année dernière, il y a eu une vidéo qui a été virale, qui a fait le buzz, avec une association qui fait beaucoup de buzz sur Moorea. Et elle m'a envoyé la vidéo et ensemble, on a décidé de passer à l'action pour porter plainte. Parce qu'on y voyait Opapé qui était très très battu dans le lagon, qui criait. J'ai vu la vidéo, j'ai porté plainte à la gendarmerie de Paia. Opapé est aujourd'hui en sécurité. Il a été confié à une famille d'accueil. En attendant, Opapé aujourd'hui, il a été récupéré par une personne qui le connaissait, qui était son maître au départ. Voilà. Et il est suivi par l'association de Moorea qui s'en occupe bien, qui procure des soins avec une bénévole et de la nourriture. Il est heureux là où il est hors de portée des coups de cette personne. Voilà, c'est ça le principal. Le cas d'Opapé n'est pas isolé. Les structures d'accueil sont quant à elles limitées. Il n'y a pas un quartier, quand je fais les quartiers, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas la maltraitance animale. Je n'en connais pas ici. Majoritairement, il y a énormément de maltraitance. Des chiens attachés toute leur vie, qui sont jamais détachés, qui sont pas nourris, qui sont pas soignés, c'est pratiquement dans tous les quartiers. Le procès du propriétaire d'Opapé se tiendra le 6 mars. Mais sur les territoires, d'autres chiens attendent encore, en fourrière, dans les rues ou pris en charge temporairement par des familles d'accueil. Coup d'envoi ce matin du FIFO 2026, un rendez-vous marqué par l'émotion pour ce rendez-vous incontournable du documentaire océanien. Le festival vous attend à la Maison de la Culture jusqu'à dimanche. Sophie Gebel et Rarho Mahacheong étaient sur place. En arrivant, on a une grosse pensée pour toi. On sait que tu es parmi nous pendant toute la durée du FIFO et au-delà. Le 23e FIFO s'est ouvert par un hommage à Mareva, le délégué général, décédé en fin d'année dernière. Un événement marqué par l'émotion donc, mais aussi l'engagement culturel. Cette année, le jury est présidé par Aaron Salah, figure reconnue du monde culturel hawaïen. Il aura la lourde tâche de départager les 10 films en compétition. Je pense que c'est passionnant car nous avons l'occasion de voir de nombreuses histoires et j'espère que ce sera difficile pour le jury. J'espère que ce sera quelque chose qui nous obligera à réfléchir, à approfondir notre réflexion, à déterminer ce que nous estimons être important et à attribuer une valeur au type d'histoires qui sont racontées. Je me réjouis donc de cette difficulté. C'est maintenant qu'on voit si on est des grandes joueuses, ok ? Cette année, plusieurs documentaires venus de toute la région sont en compétition. Mais un seul a été réalisé en Polynésie. Une présence discrète, mais symbolique, dans une sélection exigeante. Mais c'est pas la première fois qu'on n'a qu'un seul documentaire polynésien en compétition. Alors ça s'explique par beaucoup de choses, déjà par le fait qu'on reçoit plus de 180 documentaires chaque année, donc on a quand même, il faut faire une sélection qui soit cohérente. On ne peut pas prendre plus d'une dizaine à 11 films, ça va dépendre de la longueur, mais on a des contraintes de programmation. Et puis je pense que de façon plus générale, et c'est pas la première fois que je vous le dis, en fait c'est aussi un reflet, je pense, des difficultés aussi qu'ont les productions locales. À pouvoir faire émerger des projets, c'est quand même des choses qui sont très complexes. Alors ça n'a rien à voir, j'allais dire, avec la qualité de ce qu'ils peuvent produire, mais avec des difficultés globales de la filière qui est méritante, qui est croissante aussi. Un constat qui souligne l'importance de soutenir la production documentaire polynésienne. Le FIFO 2026 s'inscrit également dans une dynamique d'ouverture et d'inclusion cette année, avec la présence d'un traducteur en langue des signes, afin de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de participer pleinement à cet événement culturel majeur. Un festival à vivre sur place ou depuis chez vous sur la plateforme numérique du FIFO. C'est un rendez-vous démocratique majeur pour nos communes. On ouvre à présent notre page spéciale dédiée aux prochaines élections municipales.
Top départ pour les municipales. Les candidats ont jusqu'au 26 février pour se déclarer. Les dossiers sont à déposer sur rendez-vous au Haut-Commissariat ou dans les antennes d'Uturoa et Teiohae. Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés. Pour être éligible, il faut être majeur, ressortissant de l'Union européenne et jouir de son droit de vote dans la commune où y avoir un lien fiscal. On écoute les précisions d'Anna Nguyen, administratrice des îles du Vent et sous le Vent, au micro d'Athéna Milcam et Sam Teinaouri. Tout d'abord, ils sont accueillis effectivement ici au bâtiment des subdivisions pour Île du Vent, Austral et Tuamotu-Gambier. Il y a une première adjointe qui va les orienter, donc va vérifier s'ils ont un rendez-vous ou pas, puis les amener vers les 3 subdivisions qui sont concernées. Là, des agents de l'État vont vérifier la complétude de leur dossier, là au niveau de la complétude. Donc on va leur délivrer un récépissé provisoire. Et après, les conditions d'éligibilité sont examinées au fond par le bureau des élections. Là, il y a un délai maximum de 4 jours. C'est pour ça qu'on invite vraiment tous les candidats à s'y prendre bien en amont et de prendre rendez-vous tout de suite, enfin en tout cas dès cette première semaine. Voilà, en sachant qu'il y aura une première commission de propagande intermédiaire le 19 février. Et retrouvez tous les détails et les formulaires sur le site du Haut-Commissariat. Sur le terrain, la bataille pour les mairies s'accélère. À Paea, Anthony Géros, le maire sortant, est en ordre de marche. L'actuel maire de la commune a officiellement lancé sa campagne ce matin. Face à 3 autres listes déjà déclarées, le candidat indépendantiste cible 2 dossiers prioritaires, l'eau potable et le désamiantage. Nicolas Pérez et Naya Bennett. Paea, la commune de la côte ouest et ses 9000 votants seront particulièrement scrutés lors des prochaines élections municipales, puisque son maire sortant, Anthony Géros, s'est emparé en 2020 de ce bastion autonomiste. Mais au-delà du combat politique, Paea doit avant tout régler certains projets, à commencer par son réseau d'eau potable. On a eu beaucoup de difficultés en quantité et en qualité. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de difficultés ni en qualité ni en quantité. Par contre, il y a encore des ouvrages qui restent à construire. Ce n'est pas seulement la production de l'eau qui compte, c'est également la distribution. Et dans le cadre de Paea aujourd'hui, on a des tuyaux, des canalisations qui datent de plus de 40 ans. Alors quand on répare les petites fuites, ça fuit ailleurs. Donc c'est toute la conduite qu'il faut réparer. Et le linéaire à Paea représente à peu près 105 km. Donc vous vous rendez compte de l'immensité des travaux à réaliser. Donc on ne pourra pas le faire en une année, on le fait en plusieurs années. Facture totale de ce chantier, 3 milliards de francs. Comme de nombreuses communes, Paea fait également face à des projets de désamiantage, notamment dans ses établissements scolaires. Il a fallu attendre l'après-deuxième crise du Covid pour pouvoir avoir les crédits nécessaires pour pouvoir lancer les opérations de désamiantage. Ça a coûté à peu près 380 millions de travaux. Enfin, sur le plan économique, le candidat à sa succession souhaite également redynamiser son port de pêche pour stimuler cette activité professionnelle essentielle pour ses administrés. Une campagne que nous suivrons de près dans les communes du Fénois. C'est la fin de cette page spéciale municipale. Donner une seconde vie à nos bouteilles de gaz. C'est le pari du concours Toura BB13. Après 50 ans de service, ces bouteilles en acier doivent normalement être recyclées à l'étranger. Mais grâce à cette initiative de Gaz de Tahiti, l'acier est transformé ici, au Fénois, par des élèves polynésiens. Nicolas Pérez et Naya Bennett. À Tahiti, on n'a pas de gisement de gaz, mais on a des idées concernant le recyclage des bouteilles. Barbecue, percussion ou étagère, des créations uniques et originales qui ont vu le jour dans l'atelier carrosserie du lycée professionnel de Fa'a. L'établissement a répondu à un appel à concours de l'entreprise Gaz de Tahiti. Ça a été un concours qui a été ouvert aux établissements scolaires qui ont une spécialisation en métallerie chaudronnerie, parce qu'il faut quand même couper l'acier dans un cadre, on va dire, de sécurité. Et donc il y a 8 candidats qui se sont présentés, donc 2 lycées, 5 CJA et le RSMA. Un défi qui comportait un cahier des charges précis. On ne voulait pas que ce soit une création artistique, on va dire quelque chose qui va rester, qui va pas bouger pendant des années. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit réutilisable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de barbecue avec l'utilisation des bouteilles d'acier.
Mais bon, on ne va pas se limiter au barbecue. Donc je pense qu'il y avait plein d'idées possibles à exploiter. Donc on a laissé l'établissement scolaire trouver des solutions à ça. 10 étudiants en terminale CAP carrosserie du lycée professionnel de Faha ont travaillé sur ces œuvres uniques. Un résultat qui dépasse toutes les attentes. Moi, au début, honnêtement, quand j'ai vu la bouteille de gaz, j'ai dit ils ne vont pas avoir beaucoup d'idées parce que c'est compliqué, une bouteille de gaz transformée avec un objet utile. Mais au contraire, ils sont arrivés, ils ont eu plein d'idées débordantes, ils en ont eu plein. Ouais, je suis fier d'eux. Honnêtement, ils ont bien bossé, ils ont adhéré au projet. Puis ce qui m'a plu, c'est que chaque groupe essayait d'aider l'autre groupe et essayer d'avancer ensemble, malgré que c'est un concours et qu'on va en choisir qu'un au final. Pour Terra, qui se dirige vers le métier de carrossier automobile, ce concours ouvre le champ des possibles. Et ça donne carrément des idées, hein. Même pour moi par exemple plus tard, si je ne trouve pas pour l'instant de travail, ben, ça m'arrive parfois de trouver des objets par exemple à la poubelle et de refabriquer et revendre. Et c'est quelque chose qui nous permet de faire ça plus tard. Au-delà de l'aspect pratique, ce concours répond également à une problématique de l'entreprise. Puisque chaque année, Gaz de Tahiti retire de ses stocks plus de 500 bouteilles de gaz arrivées en fin de vie. Des bouteilles qui doivent être ensuite acheminées vers la Nouvelle-Zélande pour être recyclées. Une contrainte qui a un coût financier, mais aussi environnemental. On peut dire que pour une bouteille renvoyée, on est à peu près à 13-14 kg de CO2. Donc après, faites le calcul, hein, si on est entre 500 et 1000 bouteilles par an, on peut monter dans les tonnes. Et 4-5 tonnes de CO2, c'est à peu près l'équivalent d'un voyage Paris-Papeete sur les grosses compagnies. Aller-retour. Aller-retour, ouais. Les lauréats du concours Toura BB13 Upcycling seront connus mi-mars. Une exposition devrait suivre pour que le public puisse aussi admirer ce travail d'orfèvre. C'est ainsi que s'achève votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Tau Whenua Tau Ora avec le portrait de Juliette, artisane Tifeifei, puis nos différences suivies de votre série Poker Face. Enfin, ne manquez pas Enquête exclusive sur les réseaux du narcotrafic. Très bonne soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.